Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette table ronde sur les fausses informations dans le monde des affaires. Donc, c'est un sujet qui est volontairement flou et vaste pour que nos intervenants puissent exprimer tout le spectre de leurs expériences. Donc on ne va pas se sentir trop contraint par le sujet. On fera beaucoup de digressions et c'est tant mieux comme ça. Donc le monde des affaires, d'abord, c'est très vaste, mais surtout l'information dans les entreprises, la finance, c'est un peu comme à l'armée. L'information, c'est la clé de la victoire ou de la défaite. Et une information, en particulier dans le monde de la bourse, peut faire très très mal quand elle est au mauvais moment. Donc là, je vous ai tiré une anecdote relativement récente. En 2016, la société Vinci a vu son cours de bourse chuter de 18% dans quelques minutes, je crois, parce qu'un faux communiqué à leur nom était sorti, comme quoi ils avaient viré leur CFO parce qu'il avait fait des malversations financières. Donc 18% de la valorisation boursière de Vinci, je vous laisse imaginer les milliards en jeu. Donc là, c'était clairement volontaire. Parfois, c'est involontaire. Toujours est-il qu'il y a toujours des conséquences néfastes pour les uns et parfois positives pour les autres, des fausses informations. Donc pour explorer ce thème, nous avons à la table Sylvain Cavalier, aussi connu sous le nom des Débunkers des étoiles sur YouTube, qui attrape son micro. J'ai réussi, voilà. Oui, donc bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Effectivement, je suis vidéaste sur la question des théories du complot depuis plusieurs années. Je suis aussi fact-checker pour une agence de fact-checking en ligne qui s'appelle Fact and Furious. Je suis aussi dans la vie de tous les jours juriste en droit du travail, prof de TD en droit du travail. Donc voilà, c'est aussi cette espèce de petite transversalité qui fait que j'ai été invité à cette table ronde, je pense. Et Mathieu Alemani, docteur en comportement du consommateur. Yes. Bonjour, donc oui, docteur en comportement du consommateur, marketing en fait. Pardon. Donc, en fait, un docteur en comportement du consommateur, c'est un mélange de socio et de psycho principalement. Il faut savoir qu'on utilise. Alors, on a tendance à penser que il y a une table ronde sur la manipulation tout à l'heure, c'est ça? J'ai fait une intervention pour le cas des savoirs sur la manipulation et le marketing il n'y a pas longtemps. Les gens ont tendance à penser que marketing, c'est forcément, et surtout quand on est chercheur en marketing, c'est de, in fine, étudier ce qui se passe dans le cerveau des consommateurs pour toujours aider un peu plus les entreprises. Il y a une partie, bien sûr, qui est là-dessus, hein, c'est du marketing, mais il y a aussi, surtout aussi, toute une partie de la recherche qui est dédiée à l'amélioration à la qualité de vie des consommateurs eux-mêmes. Et moi, c'est plutôt dans ce courant que je suis, et j'ai notamment fait et continue à faire des recherches sur les théories du complot en lien avec des entreprises. Et notamment surtout comment les consommateurs réagissent, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il peut y avoir des effets très néfastes pour les consommateurs. Voilà. Très bien. Donc on voit tout de suite plusieurs volets. Effectivement, le marketing et les consommateurs, c'est un volet de l'information dans le monde des affaires. Peut-être, tu peux peut-être continuer sur ton domaine, ça peut peut-être ouvrir le sujet. Oui, alors c'est vrai que le marketing, il est au cœur de l'activité de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un produit, on achète beaucoup une image, un mode de vie, ça peut être plein de choses. Et donc, en fait, pour travailler cette image, les entreprises doivent toujours communiquer, toujours un peu plus, que ce soit envers des professionnels, à travers des petits livres blancs. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des fois sur les sites internet des entreprises, il y a des livres blancs pour montrer leur expertise, etc. Ou alors directement à destination des consommateurs ou des potentiels actionnaires, toutes les parties prenantes. Et effectivement, des fois, à force de vouloir trop communiquer, on en arrive à avoir des informations qui sont contradictoires. Et ça peut être un départ, en fait. Alors là, je suis encore dans les théories du complot, mais ça peut être un départ de regardez, ce qu'ils disent, ça tient pas la route, parce qu'il y en a un qui dit ça, la même entreprise dit autre chose, etc. Et ça peut être, effectivement, à force de trop vouloir communiquer, ça peut être un problème. Ça me fait penser à Daniel Bernstein, c'était un historien américain
Et là, alors là, je vais dans les médias, mais enfin dans le journalisme plutôt, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Daniel Bernstein, il a écrit un livre il y a longtemps maintenant, c'était dans les années 60, 1960 aux États-Unis, et sur les attentes extravagantes de la population. Et en fait, il montre comment au départ le journalisme, il publie uniquement quand il se passe un événement. Mais les journalistes vont vite comprendre qu'en fait les gens ont envie qu'il se passe des choses, et donc en fait les journaux se vendent toujours un peu plus si on les publie tous les jours, en finissant par inventer des événements qui sont des non-événements. Typiquement, la célébration de je sais pas trop quoi, la cérémonie de je sais pas trop quoi qu'on n'aurait jamais publié avant dans un journal parce que c'est un non-événement, on en fait un événement. Et en fait, il montre que ça vient des journalistes, mais ça vient aussi de la population qui a toujours des attentes extravagantes. La population veut toujours quelque chose d'un peu exceptionnel qui se passe. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe aussi dans le marketing. On vit avec les marques aujourd'hui au quotidien. Et en fait, les marques ont l'impression un peu d'avoir ce rôle de devoir toujours créer de l'événement. Même quand il n'y a pas grand-chose à dire, on va dire qu'il se passe qu'on va créer un mini-événement, etc., qui en fait n'a pas de raison d'être communiqué. Et en fait, tout ça amène à devoir, comme je vous le disais, toujours communiquer, au point des fois de raconter un peu n'importe quoi et de créer des informations contradictoires et qui peuvent créer des théories du complot. Du coup, Sylvain, est-ce que toi, dans ton expérience autour des complotistes, je mets des guillemets, mais est-ce que l'effet de marketing ou de communication ciblée d'entreprise, vraiment du monde des affaires, soit à des fins marketing ou stratégiques, tu as vu ça comme une dimension de mobilisation des complotistes ou c'est complètement étanche? C'est-à-dire les complotistes s'en servent parfois de support, mais en fait, c'est souvent quand il y a déjà des théories préexistantes, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont s'en servir de support pour alimenter simplement des arguments qu'ils ont déjà plus ou moins. Moi, je pense beaucoup, je sais pas, par exemple, tout ce qui est autour de Linky, voilà, on a Enedis qui a beaucoup galéré depuis quelques années à créer un service de com spécifiquement pour répondre quasiment spécifiquement pour répondre à toutes les rumeurs qui traînaient sur Linky, sur les dangers sur la santé, etc. Et en fait, ils reprennent les personnes qui croient aux théories du complot ou en tout cas aux effets néfastes de Linky, etc. Sur cette question. Ils vont réutiliser toutes les communications possibles de l'entreprise pour les tourner à leur avantage. Mais on voit quand même que voilà, il y a déjà eu plusieurs exemples en fait. Linky est pas le seul touché. C'est vrai qu'il y a quand même 500 communes en France sur 35 000 qui se sont déclarées ouvertement anti-Linky, enfin, ou en tout cas leurs élus se sont déclarés ouvertement anti-Linky. On voit que ça a un gros impact. On a eu, sur la 5G aussi, ça a un impact, les théories du complot, les entreprises qui gèrent toutes ces antennes 5G et compagnie. En plus, ça c'est amusant par rapport à la 5G. Je digresse un peu. On s'aperçoit qu'il y a aussi des acteurs étatiques en fait dans la balance de la désinformation. C'est-à-dire que pour ce qui est de la désinformation sur les entreprises, on va avoir une dimension purement naïve, on va dire, de la part d'une partie de la population qui va avoir des peurs irrationnelles à un moment donné sur tel ou tel produit. Et puis on va avoir des opérations plus stratégiques, plus calculées. Et par exemple, on a la Russie qui a beaucoup désinformé sur la 5G. Quand je dis la Russie, c'est les organes d'influence de l'opinion publique étrangère qui sont sous le contrôle de Sivonia Rassia, qui est le Russia Today. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup forcé contre la 5G. Pour essayer d'un petit peu de miner les efforts de mise en place de la 5G aux États-Unis, alors que dans le même temps, ils promouvaient énormément la 5G en Russie pour pouvoir développer leur économie. Donc il y a des acteurs étatiques et non étatiques aussi, il faut prendre ça en compte dans la désinformation. Il y a eu des articles qui sont parus il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois déjà, parce que ça devient une préoccupation grandissante aux États-Unis. Il y a eu des articles de Axios, je parle de différents think tanks ou d'instituts de recherche, Network Contagion aussi, qui ont fait des rapports sur justement la guerre à venir sur les marques,
avec même des agences. Maintenant, il faut voir, il y a carrément des agences qui louent leurs services de désinformation. Si vous voulez désinformer sur un concurrent, vous allez pouvoir vous payer les services d'une agence qui va inventer des fausses informations sur votre concurrent, par exemple. Et ça, c'est une industrie qui est en plein boom. Et ça, plus les acteurs étatiques qui essayent de déstabiliser les grandes entreprises de leurs adversaires politiques, ou géopolitiques, plus les complotistes classiques, on va dire, qui ont des peurs irrationnelles sur tel ou tel produit. On voit qu'il peut y avoir plein d'acteurs en fait de cette désinformation sur les entreprises et de menaces pour les économies de nos pays en fait. J'ai dérivé un peu loin, mais bon, c'était pour ratisser large aussi. Ah, c'est très bien. Il faut qu'on sorte le filet dérivant. Peut-être juste par rapport à Linky, parce que c'est un cas que j'ai étudié notamment dans ma recherche sur les théories du complot. Ce qui est intéressant avec Linky, parce qu'on parle de communication depuis tout à l'heure, c'est qu'ils ont communiqué de manière... en fait, vous avez dû vous en apercevoir, ils n'ont pas su quoi faire, ils n'ont pas su comment réagir en termes de communication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont joué deux rôles différents qui, je pense, a été assez néfaste pour eux. Le premier rôle qu'ils ont joué, c'est... le rôle, ils se sont mis dans la peau de l'entreprise qui, historiquement, est publique. Et en tant qu'entreprise publique, on n'est pas capable de faire du mal à sa propre population. Ça, c'était un premier essai de communication pour dire comment on pourrait vous faire du mal. Et en fait, quand ils ont vu que ça ne fonctionnait pas tellement, là, en fait, ils se sont mis dans la peau de la grosse entreprise qui a les moyens, par le biais d'avocats, etc., par le pouvoir, en fait, de dire, de toute façon, ce sera comme ça. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand on regarde comment les théories du complot sont structurées d'un point de vue narratif, les théories du complot en lien avec les entreprises, je parle, on s'aperçoit qu'à la fin, ce qu'on attend, en fait, ce que les gens attendent de la fin de l'histoire, parce qu'une théorie du complot, c'est une histoire, c'est que ce soit résolu par une espèce de Deus Ex. Vous savez, comme Deus Ex Machina, comme au théâtre. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce soit l'entreprise qui est ciblée, comme dans ce cas Enedis, ou les complotistes eux-mêmes, à chaque fois on se dit, tiens, c'est l'État qui va résoudre le problème. Et c'est un paradoxe que j'ai retrouvé beaucoup dans les théories du complot. C'est ce rôle de l'État, en fait, qui, à la fois, on doute de lui parce qu'il peut être acheté, typiquement. Et c'est pas tout à fait faux, hein. Les lobbies exercent une pression folle à Bruxelles, mais en même temps il y a toujours cet espoir que l'État sera cet État qui protège la population et qui mettra un terme à ces problèmes-là. Et en fait, Enedis a joué sur les deux en disant on est un peu l'État quand même encore, on ne pourra jamais vous faire de mal, mais en même temps on a ce pouvoir et si on veut on l'imposera. Et ça a été assez néfaste en fait dans le cas Enedis. C'est vrai qu'Enedis, ils ont quand même communiqué d'une manière particulièrement étrange. Ils allaient, ouais. Utiliser la force d'une grosse entreprise pour convaincre des complotistes. Ouais. Bon, je l'aurais pas tenté celle-là. Oui. Très rapidement. Juste, parce qu'en fait, en parallèle de Linky, il y a aussi l'installation du Gaspard, qui est un même compteur communicant pour le gaz. Et là, bizarrement, on en entend beaucoup moins parler. Il y a beaucoup moins de comités dans les villages contre Linky, contre Gaspard. Est-ce qu'ils ont tiré la leçon ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une différence entre Linky et Gaspard ? Alors que c'est strictement les mêmes, même visuellement, ils se ressemblent beaucoup. Donc voilà, j'étais curieux. Moi, j'avais même pas entendu parler de l'installation de Gaspard avant que ça arrive chez moi. Alors que Linky, tous les villages en parlaient. Moi, j'habite dans le Gers plutôt. Donc là, il y a beaucoup d'étiquettes, de trucs comme ça. Donc voilà, j'étais curieux de la différence entre les deux. Est-ce que vous avez entendu parler de Gaspard ? Parce que moi, personnellement, alors, pas vraiment, non, j'ai pas entendu parler de Gaspard. Après, je pense qu'on est spécifiquement là dans les mécanismes de la rumeur, en fait. C'est-à-dire que pour Linky, ça a été relayé par des gros comptes de désinformation depuis très longtemps, avec des structures organisées qui se sont créées autour de ça et tout. C'est devenu un symbole de ce qu'il fallait combattre finalement. C'est un peu comme...
je sais pas, Monsanto par exemple, pour les OGM, c'est devenu une espèce de symbole de ce qu'il fallait combattre en termes d'OGM, alors que vous aviez des tas d'entreprises autour qui faisaient des OGM qui étaient aussi puissants que Monsanto, voire plus. Et donc en fait, si vous voulez, à un moment donné, Linky c'est devenu juste le symbole de ce qu'il fallait combattre. Et donc le petit Gaspard qui arrive derrière, qui fait strictement la même chose, bah finalement personne connaît, donc c'est pas grave quoi. En fait, il se focus sur il se concentre sur un truc en particulier qui devient l'objet de la détestation, mais au final ils savent pas trop pourquoi. Donc et d'ailleurs. Linky fait pas beaucoup plus d'ondes qu'une plaque à induction ou autre, mais ça ils le savent pas non plus. Mais c'est juste que voilà, c'est devenu l'objet sur lequel ils se concentrent et c'est pas forcément rationnel. Donc c'est pour ça qu'en fait le Gaspard qui arrive derrière, que je connaissais pas non plus hein, moi, mais le Gaspard qui arrive derrière, bah pas forcément à ce moment-là la même exposition et il a pas le même symbole tout simplement en fait. Ça fait partie juste des mécanismes classiques de la rumeur. Il suffit que quelques gros complotistes en parlent et que des associations se montent autour de ce nouveau compteur et puis ça sera parti comme Linky après. Il faut voir. Ou alors que ça soit associé à Linky. Bon, bref. Sinon, pour repartir juste sur la désinformation sur les entreprises, je pense que c'est bien aussi de préciser que c'est pas forcément que les multinationales ou les grosses entreprises qui vont pâtir de ce genre de désinformation. Il y a eu bien sûr plein d'exemples de grosses entreprises qui ont eu des problèmes de désinformation. On a eu Microsoft avec Xbox à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une rumeur comme quoi il y avait un adolescent qui avait allumé sa console Xbox et ça avait explosé et il y avait le CD qui était venu lui couper la tête. Non, vous vous souvenez pas de ça? Bon, du coup, ça avait un petit peu freiné les ventes de consoles Xbox. Bon, voilà, c'était une désinformation, c'était un truc totalement faux qui avait été inventé, mais c'était le genre de rumeur. On est dans les mécanismes de la rumeur, là, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions contre Xbox à la base, mais bon, on voit que si c'était fabriqué à l'heure actuelle par des agences spécialisées, ça pourrait tout à fait marcher de nouveau et miner un concurrent par exemple si c'est payé derrière par je sais pas qui, par Sony, j'en sais rien. Bon après les grandes entreprises font pas ce genre d'erreur je pense de risquer des conséquences judiciaires en faisant des complots comme ça, mais on sait jamais hein. Et après voilà, il y a des gros trucs. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Starbucks qui avait donné des cafés gratuits à des migrants. Et voilà, et du coup, il y avait une rumeur comme quoi en fait Starbucks faisait partie d'un complot pour ouvrir les frontières des États-Unis au monde entier et pour qu'on soit envahi par les migrants, je sais pas quoi, là-bas. Il y avait eu Labeyrie, ça c'était en France. Labeyrie avait été visé par un article de Résistance républicaine. Labeyrie qui fait les foie gras, vous savez. Ils avaient été visés par Résistance républicaine, un site conspi extrême droite qui est visité par 1 million de personnes par mois. Et en gros, ils avaient dit que Labeyrie, à partir de maintenant, allait faire que des foie gras halal. Et donc ça avait évidemment entraîné une espèce de résistance de toute une partie de la population qui voulait pas que Labeyrie fasse que des foie gras halal parce que c'est un scandale. Et en fait c'était juste qu'il y avait c'était une information qui avait été complètement déformée par le site. En réalité il y avait juste un produit de la gamme Labeyrie qui avait été testé en halal et qui n'avait pas marché du tout d'ailleurs, donc c'était un peu une catastrophe. Et pourtant voilà, ils avaient pris ça en exemple pour dire, vous voyez, ils veulent tout changer. Enfin, ils ont tout changé en halal sans nous le dire. Bon, ça avait causé à chaque fois, tout ça, ça a des conséquences évidemment sur le chiffre d'affaires des entreprises et tout ça, ça peut avoir des conséquences économiques, juridiques. Après, je sais pas pour les questions, est-ce qu'on les prend tout de suite ou à la fin du coup pendant le temps des questions, je sais pas. Moi, je pense que vu qu'on est très dense en choses à dire, on peut s'autoriser de prendre les questions. Oui, moi je voulais revenir par rapport, parce que tu as mentionné Monsanto, et c'est vrai que je l'avais un peu oublié ça, mais il y a des années de ça, il y avait le reportage, je sais pas à quel niveau, c'est qui s'appelait Le Monde selon Monsanto, je sais pas si ça te parle. Et je l'avais vu à l'époque, je l'avais pris tel quel, sans esprit critique aucun. Et du coup, par rapport à Monsanto, c'est vrai que c'est vraiment celui qu'on mentionne toujours comme la multinationale hyper mauvaise, tentaculaire, etc. Et en fait,
est-ce que tu en sais plus ou est-ce que vous en savez plus par rapport à ça? À quel niveau on peut se fier par rapport à tout ce qui est dit autour de Monsanto? Voilà, parce que il y a le côté OGM, mais il y avait, enfin, dans ce reportage de mémoire, il y avait aussi l'influence sur justement des petits agriculteurs, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique du Sud. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et voilà, et à quel point ce genre de rumeur a pu impacter aussi du coup l'image qui est de leur entreprise en fait. Alors, impacter l'image de l'entreprise, en fait, de toute façon, Monsanto a jamais eu une très belle image. De toute façon, je pense qu'ils s'en moquent un peu, et les actionnaires aussi, malheureusement. Et oui, après, alors, c'est toujours pareil. Les très grosses entreprises comme ça, et puis surtout, alors j'allais dire surtout en France, je ne sais pas si c'est spécifique, hein, ça l'est sûrement pas, mais dans d'autres pays, je pense surtout aux États-Unis, que je connais un peu aussi, c'est pas forcément le cas. On a tendance à se dire que du moment où c'est gros et qu'il y a de l'argent qui est gagné, ça peut pas être très honnête, quoi. Et c'est pas totalement faux concernant Monsanto, effectivement. Ils ont tendance à jouir un peu, à profiter de leur place, de leur monopole, en créant une certaine dépendance vis-à-vis des agriculteurs, en les obligeant à acheter tous les ans ou tous les 2 ans, par exemple, etc. Et oui, ça c'est un fait. Mais en fait, quand on y pense, ça nous arrive à nous aussi très souvent avec que ce soit des applications ou autres, ou très régulièrement, en fait, on nous oblige presque à devoir soit nous abonner à l'année ou tous les mois, ou alors on reçoit récemment, très souvent des notifications qui nous obligent à cliquer et à partager 2-3 informations, etc. Et en fait, c'est un peu le système. En fait, il faut juste se réveiller et se dire que c'est le capitalisme, enfin c'est l'économie de marché, et malheureusement elle fonctionne comme ça, et quand on est gros, et alors ça c'est très personnel ce que je vais dire, mais je vois beaucoup les relations humaines, et c'est triste, hein, à dire, mais je les vois beaucoup par rapport à des relations de pouvoir, et je me dis que le gros, malheureusement, a tout à y gagner à rester gros en utilisant son pouvoir, et ça a beau être triste, c'est pour beaucoup d'entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, bon alors Monsanto depuis a été absorbé par Bayer, hein, c'est devenu Bayer Monsanto, donc Monsanto en tant que tel n'existe plus vraiment en fait. Après, ils ont pas vraiment une situation de monopole. Enfin, je veux dire, je pense que quand tu parlais de monopole, c'était plus par rapport aux graines qui vendent et qui après sont, enfin, pour rendre, enfin, après il y a une économie captive évidemment par rapport aux consommateurs et tout. Bon, après là encore, bon, ça c'est un système économique qui vaut ce qu'il vaut. Il y avait quand même des rumeurs fausses aussi qui avaient ciblé Monsanto à une époque, hein. On se souvient du gène Terminator. Je sais pas, peut-être si vous étiez intéressé à l'époque à la question, effectivement, il y avait certaines associations écologistes et des élus et tout qui avaient parlé du gène Terminator, qui serait un gène qui aurait été placé artificiellement donc dans les graines de Monsanto pour empêcher pour empêcher la reproduction en fait des plantes, et pour faire en sorte que ça rende impossible la réutilisation des graines l'année suivante. Bon. Et pour le coup, c'était une rumeur fausse. Ça n'avait jamais été mis en place, ce système de gène Terminator. En fait, les graines sont réutilisables. C'est juste que, vu que ça mute de façon... donc, vous savez, vous connaissez les mutations aléatoires pour la reproduction. Enfin, voilà, ça, c'est le système évolutif classique. Il y a des mutations aléatoires d'une génération à une autre d'êtres vivants. Et en fait, il y a plus de mutations. Il se trouve qu'il y a un peu plus de mutations aléatoires quand il s'agit de graines OGM. Et en fait, il y a une partie du coup des cultures qui, d'une année sur l'autre, a priori, et bon, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du tout en agriculture ou quoi, mais je vous raconte juste ce que j'ai pu lire sur le sujet à l'époque. Et parce que je m'y étais intéressé parce que c'était des fake news et tout. Et effectivement, donc, apparemment,
il y avait une possibilité de réutilisation. C'est juste que d'une génération à une autre, il y a un certain pourcentage des cultures, un certain pourcentage des graines qui perdent la caractéristique génétique qui était recherchée par l'agriculteur. Donc à ce moment-là, c'était mieux, en fait, en termes de productivité, c'était mieux de racheter directement des graines à Monsanto d'une année sur l'autre à chaque fois, plutôt que de réutiliser ces graines et de voir, je sais pas, à 30% de ces graines qui, en fait, n'auraient plus la caractéristique génétique intéressante qu'on recherchait. Bon, voilà, ça c'est juste parenthèse pour expliquer qu'il y a eu aussi des fausses informations par rapport à Monsanto. Bon, après, voilà, on n'est pas ici pour défendre les multinationales et machin, c'est pas du tout le sujet du jour, hein, je vous rassure. C'est juste pour analyser que des menaces pour tel ou tel type d'entreprise pouvaient arriver d'un petit peu partout, d'acteurs étatiques, non étatiques, et même de concurrents ou autres, et d'acteurs économiques maintenant. Voilà. Et je vous le disais tout à l'heure aussi, ça ne touche pas que les grosses entreprises. Je vous ai parlé de Starbucks, de Microsoft et tout. On a eu aussi des petites entreprises qui ont été touchées. Il y a eu, alors je sais plus comment ça s'appelait, une entreprise de cosmétiques qui, en fait, il y avait eu des rumeurs sur internet comme quoi elle allait faire des grosses remises bientôt parce que ça allait fermer, et en fait les consommateurs du coup ont arrêté d'acheter en attendant qu'il y ait cette grosse remise, sauf qu'en fait c'était pas vrai, il n'y allait jamais y avoir de grosses remises, et au final donc ça a fait une grosse perte de chiffre d'affaires pendant quelques semaines, le temps que ça soit démenti et que ça soit compris. Il y a eu aussi, je me souviens, j'avais participé à une table ronde avec la Chambre du commerce de l'industrie d'Avignon il y a 3 ans. Le temps passe vite. Et il y avait un chef d'entreprise, je crois que c'était une des seules entreprises de cire d'abeilles en France. Un cirier, donc je ne savais pas que ça existait à ce moment-là. Voilà. Il y a des entreprises de distribution de produits pour les abeilles et tout. Et il y avait eu à ce moment-là un problème en fait d'approvisionnement pour lui. Donc c'était un entrepreneur d'une entreprise moyenne, hein. C'était bon quand même, c'était solide. C'était du genre, je sais pas, je sais plus, c'était entre 50 et 100 salariés, quoi. C'était quand même correct, mais c'était pas non plus une multinationale. Et donc il avait eu ce problème que suite à un défaut d'approvisionnement de sa cire habituelle, il avait dû acheter une cire cubaine. Une cire cubaine qui n'était pas de la même couleur. Et en fait, il y a eu des apiculteurs, donc des clients à lui, qui lui ont acheté cette cire et qui après, dans les forums spécialisés sur Internet et tout ça, ont commencé à se dire entre eux, mais c'est bizarre, il est plus de la même couleur, machin. Si ça se trouve, il a acheté de la cire de mauvaise qualité exprès pour faire baisser les coûts, machin. Et en fait, du coup, il y a des espèces de rumeurs comme ça qui ont commencé à émerger sur cette cire. Après, le moindre problème qu'il y avait avec les ruches ou les abeilles et tout ça était systématiquement associé à cette nouvelle couleur de la cire qui était quand même bizarre. Et donc, il a eu des signalements anonymes à la DGAL, je crois que ça s'appelle, enfin, l'organisme qui s'occupe un organisme qui s'occupait du sanitaire à ce moment-là, donc pour enfin les normes d'hygiène et de sécurité, tout ça pour ce genre de produit. Donc du coup, il a eu des inspections, il a eu une énorme baisse de chiffre d'affaires, ils se sont tournés vers des fournisseurs étrangers, certains apiculteurs et tout ça. Et ça lui a vraiment miné pendant plusieurs mois. C'était une expérience difficile pour son entreprise, clairement. Et donc on voit que voilà, même des petites et moyennes entreprises peuvent être pris dans un mécanisme de rumeur qui pour le coup là est de bonne foi, c'est-à-dire que les consommateurs directement vont faire naître une rumeur fausse qui va en fait jouer après dans les représentations, dans l'imaginaire de tous les autres consommateurs, qui vont imaginer que chaque événement négatif qui se produit en fait est rattaché à cet événement-là. Et donc, en fait, après, ça crée un espèce de biais de confirmation permanent où chaque chose qui va pas bien, ça sera à cause de ça. Et ouais, après, c'est un effet d'emballement au niveau de la rumeur qui est vraiment néfaste et difficile, très difficile à démentir. Il faut savoir qu'il y a une étude du MIT, je crois, qui avait montré qu'un démenti, c'était toujours 6 à 7 fois moins partagé que la rumeur initiale. Hein. Peut-être quelque chose d'intéressant aussi par rapport au fait de croire ou non plus facilement à des fausses informations d'entreprise. On sait que, alors c'est un truc de base, hein, mais on sait que les consommateurs ont tendance en fait à se comporter à percevoir les marques telles qu'ils perçoivent
les personnes en général. On anthropomorphise, on dit en français, on anthropomorphise, pardon, les marques. Et en fait, donc il y a toute une littérature là-dessus. Hein, je vais aller vite là-dessus, mais il y a toute une littérature qui montre qu'on a tendance à développer des relations avec la marque qui s'apparentent à des relations interpersonnelles. Et donc forcément, la psychologie sociale est intéressante dans ce cas-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des marques qui seront perçues comme froides ou chaudes, chaleureuses plutôt. Les marques qui sont perçues comme froides sont perçues comme plus compétentes que les marques qui sont perçues comme chaleureuses. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les marques qui sont perçues comme froides et donc distantes, mais aussi compétentes, et ben quand il y a typiquement une fausse information qui va apparaître ou une théorie du complot, on va tendance à croire à cette théorie du complot, à cette fausse information, parce que la marque, comme elle est perçue comme distante, donc il y a plus de chances qu'elle soit perçue comme machiavélique. C'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, ça. On a fait un modèle comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une perception de machiavélisme chez la marque. Et cette idée de compétence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que machiavélisme, ça veut dire qu'il y a des mauvaises intentions. Et la compétence, ça veut dire que la marque a la capacité, les compétences, justement, pour mettre à bien ces mauvaises intentions. Et donc, en fait, plus une marque est perçue comme froide, distante et aussi compétente, plus on va avoir tendance à croire en une théorie du complot ou en une fausse information. Bon, bonjour à tous. Alors, moi, je me demandais si justement, au niveau de la théorie du complot, est-ce que ça ne serait pas une affaire de doute hein, et surtout de choix? C'est-à-dire que si le consommateur, comme dans Linky ou même, qu'est-ce que vous disiez aussi, l'autre complot, le 5G, etc., les personnes peut-être n'ont pas eu le choix vu que c'était imposé et donc ont développé une peur. Alors que pour des petits mensonges comme on vous dit que ce sont des chewing-gums à la chlorophylle ou du dentifrice et que finalement c'est du menthol, on s'en fiche hein, que ce soit pas un pigment mais plutôt une saveur. Ou alors d'autres petites choses marketing qui sont rien du tout. Je vous ai remarqué quoi? Oui, comme vendre de l'eau végane. Bon, il semble évident qu'elle est végane. Enfin, tous ces petits trucs, finalement, on s'en fiche un peu, quoi. Alors que quand c'est imposé peut-être par des autorités, peut-être que c'est là où le complot peut survenir, Ouais. parce qu'en fait, il y a une absence de choix, non? Alors, tu veux répondre en premier ou... Non. En fait, là, je vous parle uniquement de ce que moi j'ai trouvé dans mes recherches. Hein. Il y a toujours cette idée de domination, en fait, dans tous les récits, dans tous les narratifs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours cette idée de domination dans le sens où, même si on va jusque dans la mythologie, on a toujours eu des dieux qui ont combattu pour avoir le pouvoir, ou des humains qui ont essayé de challenger les dieux, etc. C'était toujours une question de pouvoir. Et en fait, là, l'économie, elle a un rôle important parce que aujourd'hui, le pouvoir, on l'a souvent avec l'argent. Et effectivement, alors, le fait qu'on laisse pas le choix, effectivement, c'est pas que ça, mais effectivement, quand on est face à une grande entreprise qui paraît puissante et en plus qui nous laisse pas forcément le choix, effectivement, dans ce cas-là, ça joue cette idée de domination parce qu'on est vraiment dans ce, j'allais dire, c'est un méta-récit, hein, c'est quelque chose de plus gros, et c'est toujours l'idée qu'il y a une domination et donc il y aura toujours quelqu'un pour nous dominer. Tout à l'heure, je vous parlais de ma façon de penser, c'est lié aussi à ce que je trouve dans mes recherches et de ce que j'ai retrouvé dans la manière dont sont écrites les théories du complot. Hein, c'est pas ce que pensent les complotistes, c'est la manière dont les théories du complot sont écrites. On a toujours cette idée de domination. Il y a toujours quelqu'un qui domine l'autre. Et en fait, typiquement, là, si on ne nous laisse pas le choix, que c'est une grosse entreprise qui ne nous laisse pas le choix, ça va favoriser la croyance en un discours complotiste. Après, c'est pas la principale raison du tout. Hein. C'est juste une petite étincelle, j'allais dire. Il faut pas oublier quand même que le secteur, que l'économie de marché et la société de consommation, elle est peu éthique en général. Et en fait, c'est ce manque d'éthique, le nombre de procédures, enfin, et de réels complots, enfin d'ententes, quand je parle de réel complot, d'ententes, etc., qui existent, il y a un moment, c'est cette perception d'un manque d'éthique de la société de consommation qui fait aussi que dès qu'il va y avoir une suspicion, quoi, on va avoir tendance à croire plus facilement en une théorie du complot.
Après, s'agissant il y a, voilà, des études de psychologie sociale, effectivement, sur la question, il y a des chercheurs qui ont pu mettre en évidence que le manque de transparence, notamment, pouvait entraîner plus de suspicions et donc plus de soupçons de complot ou autre, et au sein d'une société. Et donc, ça va être en fait de la même façon. Vous allez avoir le manque de transparence ou bien le fait d'obliger aussi les gens qui vont être en fait des sources de suspicion. Donc aussi bien que pour le manque de transparence, le fait d'obliger, par exemple on l'a vu avec la vaccination obligatoire, dès lors que vous parlez d'obligation, en fait d'obliger les gens, il y a une suspicion automatique de mauvaises intentions qui s'installent en fait. Et donc c'est évident que dans le cadre d'une entreprise qui vous oblige à, de par la loi aussi, à adopter Linky ou que sais-je, vous avez automatiquement une suspicion dans un certain pan de la population. Et en fait, c'est un réflexe psychologique, j'allais dire normal, par rapport que ce soit au manque de transparence d'une information ou des actions d'une entreprise ou d'une société, et l'obligation. Donc clairement, ça joue, ça c'est sûr. Je sais plus, je voulais ajouter un truc, un exemple, mais je me souviens plus. Il y a quelque chose aussi d'important à savoir, parce que tu parlais de la psychosociale. En fait, il y a un papier très intéressant qui montre que en fait, la croyance en une théorie du complot, ça répond à 3 besoins en fait. Il y a un besoin épistémique, c'est-à-dire un besoin d'évoluer dans un univers qu'on comprend, qui nous paraît cohérent, stable, etc. Un univers, donc un besoin existentiel, un univers, donc comme j'ai dit, consistant, etc., mais dans lequel on se sent en sécurité. Et enfin, il y a des motifs sociaux, c'est notre image publique ou dans notre intégration à un groupe, etc. Et en fait, on s'aperçoit, toujours dans la psychologie sociale, il y a Fiske qui s'appelle Fiske, F-I-S-K-E, vous pourrez aller voir si vous voulez, il fait plein de beaux papiers. Et ce qu'il dit, c'est aussi que normalement, une société, elle se construit sur des modèles différents. Il y a un modèle économie de marché, un modèle de partage, etc. Et qu'à un moment, on choisit. Et nous, on est dans une économie de marché typiquement, mais ce qui est intéressant de voir, et typiquement, j'ai pensé à ça parce qu'on parlait des vaccins, là, de la Covid, c'est que plus la fausse information, la théorie du complot est en lien avec la santé. Donc il y a 2 choses. Il y a soit c'est la santé ou des choses qu'on ingère et donc qui nous mettent directement en danger. Et donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit sur le besoin existentiel, le besoin d'être dans un environnement sûr. Donc ça vient remettre ça en cause. Dans ce cas-là, en fait, les théories du complot, les fausses informations, etc., peuvent se diffuser encore plus vite et être fortement crues. Et l'autre raison, je reviens à Fiske, c'est qu'en fait, on parle ici de santé, pareil pour l'eau avec Coca-Cola, avec Dasani aussi. On aurait pu parler de l'exemple de Dasani. Il y a une vidéo sur YouTube. Dasani, c'est de l'eau. C'est une marque que Coca-Cola détient. C'est une marque d'eau en bouteille. En fait, c'est de l'eau de robinet. Vous savez, aux États-Unis, ça se fait beaucoup ça. On vous vend de l'eau de robinet en bouteille. Ouais. La plupart. Vous avez 80% dans un rayon, c'est de l'eau, c'est du tap, de l'eau de robinet. Il faut le savoir. Donc, il faut bien regarder source water quand vous achetez, parce que sinon c'est de l'eau de robinet la plupart du temps. Et donc Dasani, c'est ça. Et donc il y a eu toute une théorie là-dessus sur les bouteilles et sur l'eau, etc. Et en fait, on s'aperçoit que il y a des biens, et c'est pour ça que la Covid aussi, il faut comprendre ce qui s'est passé aussi avec cette perspective-là, c'est que ça vient toucher à la santé, et la santé, d'après Fiske, la santé, l'eau, etc., sont des biens communs qui ne devraient pas faire partie de l'économie de marché. Et donc forcément, quand vous avez Big Pharma avec des vaccins, en se disant eux ils vont faire du fric, etc., alors que c'est censé être un bien commun pour tout le monde, on voit aussi ce qui se passe avec l'Afrique. On avait trop de vaccins, on n'en envoyait pas, ou on en envoyait mais en petit, etc., etc. Et donc ça, typiquement, c'est un facteur très important de la croyance en une théorie du complot, en des fausses informations, et ça rejoint un peu cette idée que je vous disais tout à l'heure sur la perception du manque d'éthique aussi. Je serai éthique et je ferai autant que faire se peut dans l'ordre, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc... Oui, donc bonjour Sylvain. Moi je suis chef d'entreprise, je travaille aussi avec des
petite société, donc dans la communication. D'ailleurs, j'ai participé à la communication du REC. Je voulais parler des fameux petits qui ont aussi des gros problèmes de concurrence. Je vais donner juste 2 exemples pour donner un peu plus d'eau à ton moulin par rapport à ça. Premier exemple tout bête, dans mes clients, j'ai eu un jour un restaurant chinois où ça s'est enflammé dans tous les sens. Tout le monde disait qu'il y avait du rat dans sa cuisine et c'est pour ça qu'ils avaient fermé définitivement parce qu'il y a eu un contrôle sanitaire, ils donnaient à manger du rat aux clients. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que c'était la période de Nouvel An chinois. Ils étaient partis chez eux dans leur famille en Chine. Ils n'étaient pas au courant de ce qui se tramait sur place. Et en fin de compte, il n'y avait jamais eu de problème particulier. Mais juste le fait que le restaurant avait fermé à ce moment-là, tout le monde s'était monté la tête en pensant qu'il y avait eu du rat. Deuxième exemple tout bête, c'est une crêperie. Là, ce coup-ci, c'est pas un restaurant chinois. Une petite crêperie qui s'est lancée en Auvergne. Donc elle commençait à se lancer, etc. Elle commençait à mettre en place sa communication Internet. Donc c'est pour ça que j'ai participé à ce truc-là. Et on commençait déjà à avoir des avis négatifs. Les crêpes sont dégueulasses, il ne faut pas y aller, c'est pas bon, c'est pas possible. Sauf que la crêperie, elle ouvrait que dans 15 jours. Donc en fait, elle a eu des avis négatifs sur la nourriture alors qu'elle n'avait pas encore servi une seule crêpe. Donc là, c'est pour vous dire qu'en fait, les fausses informations par rapport à tout ce qui est petites entreprises, on parle beaucoup des grosses en effet, mais les toutes petites sont hyper touchées aussi par ce problème-là. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça nous amène aussi peut-être aux solutions et aux conséquences juridiques. Parce que du coup, vous allez avoir pour les petites entreprises des possibilités de recours. Vous allez avoir des possibilités de recours contre l'hébergeur et contre l'éditeur des fausses informations. Contre l'hébergeur, c'est toujours un peu compliqué. Donc, quand l'hébergeur, c'est-à-dire, ça va être celui qui héberge la fausse information, mais qui n'est pas forcément le producteur de la fausse information, c'est-à-dire, je sais pas, Google, Facebook, Twitter, qui va héberger la fausse info. Et puis derrière, vous allez avoir la responsabilité de l'éditeur, celui qui a réellement produit la fausse information. Et ça va être toujours assez compliqué. Vous allez pouvoir agir sur un plan pénal et sur un plan civil. Le plus efficace, ça va être en réalité d'essayer d'abord de faire ses propres investigations pour voir qui est l'auteur des messages, souvent, quand c'est possible. Sinon, il va falloir demander une enquête et donc du coup se pencher vers le pénal plutôt. Mais sinon, si vous arrivez à savoir effectivement qui est l'auteur des messages, que si par exemple pour des petites entreprises ça peut être des gens du village ou autre, j'en sais rien, on peut arriver à trouver leur nom. Dans ce cas-là, vous pouvez faire des actions en référé pour faire cesser le trouble, donc au civil. Et ça permet aussi de réparer le dommage, puisque au civil vous allez pouvoir lors d'une action civile, dans le tribunal civil, vous allez pouvoir réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi, ce qui va être finalement le principal le principal intérêt. Finalement, le pénal, les entreprises s'en foutent un peu de faire condamner un gars pour des diffamations ou dénonciations calomnieuses ou je ne sais quoi, bref, peu importe. Mais en fait, vraiment au civil, ça va être intéressant d'agir comme ça. Et on peut faire aussi à l'encontre de l'hébergeur. Ça va être très compliqué de le faire condamner parce qu'il faudrait qu'il ait eu connaissance, faudrait prouver qu'il ait eu connaissance de l'information, mais qu'il ait rien fait pour faire retirer l'information et tout ça. Donc la première des solutions, ça va être d'envoyer une mise en demeure à l'hébergeur, une mise en demeure écrite à l'hébergeur, pour lui demander de faire retirer la fausse information avec le lien vers la fausse information qui cible votre entreprise. Et puis, à ce moment-là, si rien n'est fait, après la mise en demeure, là encore, engager une procédure en référé pour faire cesser le trouble qui est causé à votre entreprise, pour au moins faire déréférencer ou faire supprimer la fausse information. Même si vous n'arrivez pas à retrouver l'auteur en particulier. Donc il y a cette double possibilité d'action, hébergeur-éditeur, et cette double facette pénale-civile, toujours en essayant de privilégier le civil pour aller plus vite avec les référés, et le double truc hébergeur-éditeur. Ça, je pense que c'était quand même intéressant juste de le dire au passage. Parce qu'il y a des possibilités d'action quand même pour les petits, pour essayer les petites entreprises.
pour essayer de combattre ça. Évidemment, publier des démentis aussi, c'est un peu la base, hein. Même si ça va être moins relayé que les rumeurs, essayer par tous les moyens de répondre à tous les commentaires. Je sais pas, par exemple pour la crêperie, de répondre à tous les commentaires, de prendre l'habitude des réseaux sociaux. Il y a pas mal de chefs d'entreprise qui ne veulent pas ou qui ne savent pas faire du community managing ou de la gestion des risques sur les réseaux sociaux et tout. Et ça, c'est juste qu'il faut apprendre et il faut surveiller, faire de la veille. Il y a un travail de veille très important à faire. Vous avez parlé du restaurant chinois qui était parti en Chine et qui du coup ne savait pas ce qui était en train de se passer. Voilà, faire un travail de veille le plus régulièrement possible sur son entreprise. Taper très régulièrement le nom de l'entreprise sur les réseaux sociaux pour vérifier qu'il n'y a aucune rumeur en cours sur l'entreprise, ce genre de choses. Voilà, le travail de veille, c'est aussi un travail préventif qui peut être très intéressant et très important pour pouvoir stopper une rumeur avant qu'elle devienne trop importante. Les grandes entreprises ont des services de veille de ce genre de choses déjà pour vérifier que rien ne se dit de faux sur les réseaux sociaux, et les petites entreprises peuvent faire la même chose simplement en tapant le nom de leur entreprise sur Twitter, sur Facebook, sur Google. Voilà, c'est juste c'est bien de le rappeler. Juste un truc de plus par rapport à ça, c'est vous avez des logiciels gratuits. Alors forcément, je l'ai plus en tête maintenant que je vous parle de ça, mais vous savez, c'est des logiciels d'analyse en fait de data. Et là, typiquement, vous pouvez mettre effectivement Twitter, Facebook, vous pouvez mettre plein de plateformes différentes avec votre nom et tout de suite, ça va tout vous sortir. Et c'est très simple. Et il y avait Google aussi, mais je crois qu'ils arrêtent là en ce moment. Mais ils vont peut-être avoir quelque chose de similaire où vous inscrivez le mot-clé ou votre nom si vous voulez pour la e-réputation, etc. Et en fait, Google vous alertera à chaque fois que votre nom apparaît quelque part, etc. Bon, ça, je crois que c'est un service qu'ils vont pas tarder à arrêter, mais ils vont sûrement le remplacer par autre chose. Parce que, ouais, ça doit être ça. Ouais. Oui, tant qu'on est sur le sujet, parce que, comme je disais, moi je suis manager d'un salon de coiffure et je sais que nous, on est vraiment confrontés à ça. Sur Google, alors les restaurateurs, les salons de coiffure, je crois qu'on fait partie de ceux qui s'en prennent le plus sur la poire comme ça, sur les avis clients. Et en fait, le problème, c'est que quand nous, en tant que responsables, qu'on va voir sur les autres ce que mettent les consommateurs, on est capable de lire entre les lignes et de dire attends, elle dit ça, cette personne, mais en réalité, on arrive à se remettre un peu en situation. Parce que nous, on le voit de l'intérieur. Mais pour les autres, c'est hyper nocif pour les entreprises, surtout que les gens, ils ont tendance à mettre toujours des commentaires beaucoup plus négatifs que positifs. Et on peut se faire sur du détail. On ne parle pas d'une théorie du complot, comme quoi on aurait des enfants dans la boutique, mais des choses qui sont suffisamment nocives pour l'entreprise. Je ne sais pas, manager qui n'a pas voulu nous coiffer à partir d'une certaine heure et qui nous a foutu à la porte. Et il suffit ça pour que ça arrive, pour que les gens ils disent j'y vais pas dans ce salon. Et ça, c'est des choses qui sont très 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 récurrentes. Et moi, je sais que je travaille pour un groupe, donc c'est le bureau qui me contacte, qui me dit il s'est passé ça. Est-ce qu'on a eu ça comme commentaire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Et en général, ça finit notre parole contre la leur, quoi. Et on n'a aucun recours. Et il y a juste la seule fois où ça nous est arrivé, où on avait quelqu'un comme ça, il disait cette personne, machin, l'a mis en commentaire, on a cherché dans notre banque de données parce qu'on enregistre nos clients, cette personne n'était jamais venue chez nous. Mais c'est des cas exceptionnels. La plupart du temps, on ne peut rien dire que désolé pour votre mauvaise expérience. Enfin voilà, et c'est vraiment un vrai problème pour les petites entreprises comme ça. Ouais, c'est une question d'irréputation et alors c'est pas pour minimiser du tout. Hein, je sais qu'il y a des problèmes avec ça, mais il faut les rumeurs, notamment vis-à-vis des commerces, ont toujours existé en fait. Hein, et alors maintenant, effectivement, comme ça se fait sur Internet, il y a une visibilité plus rapide et plus grande, mais c'est vrai que ça a toujours existé. Et effectivement, il y a pas grand chose à faire si ce n'est parce que les avis sont sur quoi, sur Google, c'est ça, ou sur donc ouais, ouais, bien sûr, mais à part demander
Après, ça dépend des types de commerce, hein. Quand vous avez une clientèle fidèle, en général, c'est pas très grave. Mais sinon, oui, demander aux clients avec lesquels ça se passe bien de mettre un petit commentaire rapidement. Bon, mais effectivement, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Alors effectivement, vous avez raison, les gens mettent plus facilement des commentaires. Moi, le premier, hein, je mets jamais de commentaires positifs quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe mal, j'en mets. Voilà, je le dis. Mais c'est pas des fausses informations. Et en fait, j'ai eu une mauvaise expérience avec TripAdvisor, je crois, où justement j'ai mis un très mauvais commentaire parce qu'il y avait des cafards. J'étais dans un restaurant en Espagne, il y avait des cafards. J'ai pas pensé à prendre une photo sur le moment. Ouais, dans l'assiette, ouais. Ouais. C'était un restaurant à Valence. Bon, et du coup, le restaurant a pu répondre en me traitant un peu de menteur, sauf que moi, j'ai pas pu répondre derrière. Ça, c'est un vrai problème aussi. Mais bon, et du coup, pour revenir à ce qu'on disait, oui, à part demander aux gens de mettre des commentaires un peu positifs, mais effectivement, les commentaires négatifs l'emporteront toujours, j'allais dire, parce que il suffit d'un commentaire où, en fait, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. C'est ça aussi. Et en fait, si vous avez beau avoir 15 commentaires hyper positifs, si vous en avez un négatif, si la personne décide de croire ce commentaire négatif-là, bah c'est mort. Et ça, à part aller faire une expérience chez vous qui se passe bien, c'est compliqué à gérer. Donc oui, franchement, il n'y a pas énormément de choses à faire, à part montrer que, comme je parlais tout à l'heure d'entreprises distantes, froides ou chaleureuses, montrer justement qu'on est accessible, qu'on est transparent, etc. Mais même ça, ça marche pas toujours en fait, pour être honnête. Et l'une des raisons aussi, c'est que en fait, comme je vous disais, les rumeurs ont toujours existé et ça fait partie du lien social. La rumeur a une fonction en fait au sein d'une communauté. Les rumeurs sont importantes. Et donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle continue d'exister et que si on a envie de croire en une rumeur parce qu'elle nous paraît drôle ou sympa, bah, et on va la partager, etc. Et ça sera plus compliqué. Après, il ne faut pas non plus... on a parlé beaucoup des conséquences négatives, etc. Il y a beaucoup de fausses rumeurs ou même de théories du complot un peu loufoques sur Internet qui plaît énormément aux gens, qui sont relayées parce qu'elles sont sympas, mais qui n'ont aucun incident, aucun impact, aucune incidence sur les entreprises. Je préempte. Est-ce qu'on a des exemples de cas de fausses rumeurs qui, pour faire le buzz, lancées par l'entreprise en question Et est-ce que c'est pas un peu casse-gueule? Alors, je dis ça, il me semble, mais j'arrive pas à me remettre la main dessus. Fausse rumeur. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et je me demande si c'est pas un peu casse-gueule Bon, si t'as pas d'exemple, si ça me revient, je suis sûr qu'il y avait une marque qui a fait un buzz comme ça, mais je me souviens plus laquelle. Donc c'est pas trop court. Okay. C'était juste pour rebondir sur toute la désinformation qu'on peut, information, désinformation, notamment sur les commentaires vis-à-vis des petites entreprises, petits restaurants. En tant que moi, on va dire gens du commun, qui vais consulter ces commentaires pour me faire une opinion, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Souvent, en plus, les sites essayent de faire un petit peu la parité, top commentaires positifs, top commentaires négatifs. Et qu'est-ce qu'on trouve? Pour l'exemple d'un resto classique, top commentaire positif, super resto, on a bien mangé, on reviendra. Top commentaire négatif, 10 km de texte, point par point. La serveuse m'a parlé d'un ton sec alors que je voulais juste faire ci. On nous a presque mis à la porte alors que ça faisait 43 minutes et demie qu'on était installé à table. Et du coup... quand on veut comparer les deux, on dit bon ok, lui il était content, ouais, et à côté l'autre, ah oui, en effet, il se passe tout ça dans ce restaurant. Ah oui, non, peut-être que je vais pas y aller alors. Et donc une fois qu'on est un peu habitué, qu'on a vu qu'en plus il y avait des petites guéguerres de commentaires, comme on va pas relancer le débat de l'anonymat des commentaires sur Internet, mais du coup au bout d'un moment on fait bon, on regarde plus les commentaires, on y va, on fait notre propre avis.
Mais c'est vrai que c'est de la pollution pour quand on essaye de se faire un jugement éclairé pour choisir quelque chose. Au final, on ne sait plus trop à quoi se fier. C'est compliqué. Voilà. Je ne sais pas si ça fait avancer le public, mais... Ce qui marche bien, c'est sur le principe de Blablacar ou Airbnb, où quelque part les gens qui sont passés par le site pour consommer le service, ils sont obligés de mettre une appréciation. Donc quelque part, il y a quelque chose de beaucoup plus réel dans le côté positif et négatif. En réalité, quelqu'un qui est très bien noté sur Airbnb, c'est un bon Airbnb. Et à l'inverse, quelqu'un qui a très peu de notes, soit il démarre, soit, et pareil pour Blablacar, ce genre de choses. Quelque part, quand on incite la personne à commenter ou à mettre une appréciation, au moins une note, quelque part, ça aide à contrer un peu ça, parce que les gens mettent des commentaires négatifs, alors qu'ils devraient mettre quand ils sont contents. Ouais, il y a une éducation du consommateur hein, aussi qui s'est faite, et je pense que, on fait tous aussi pareil. On a appris à lire entre les lignes. Typiquement, un restaurant, si vous avez 1000 commentaires et il est classé 4 sur 5, il a 4 étoiles sur 5. Limite, on s'en fout des commentaires négatifs, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a appris aussi à lire ces commentaires, ces évaluations sur des restaurants ou autre chose. Donc je pense quand même qu'on s'éloigne un peu du sujet dans la mesure où là on est vraiment sur des questions de réputation, d'avis négatifs, positifs. Bon, faut pas perdre de vue que du coup si c'est pas complètement faux et tout ça, il n'y a pas beaucoup de recours possibles pour le coup, à part la gestion de sa réputation par des méthodes classiques de community managing et autres, de gestes commerciaux et autres. Donc ça c'est pas vraiment le sujet ici qu'on aborde, mais c'est vrai que voilà, en tout cas pour ce qui est, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des fausses infos en tout cas, des trucs vraiment pour nuire à l'entreprise. Après, des fois, on a vu que c'était pas forcément intentionnel. Hein. Bonjour, je voudrais juste rajouter une information, c'est qu'en fait on parle d'information qui est publique, visible de tout le monde la plupart du temps. Il y a toute une information souterraine auxquelles les entreprises n'ont pas forcément accès, notamment dans des groupes Telegram ou dans des salons de discussion privés où là l'information, la fake news a le temps de se développer avant d'émerger et la réaction de l'entreprise derrière est extrêmement limitée parce que l'information est bien ancrée dans une part de la population qui est déjà bien sujette à ce phénomène de complotisme. Et là-dessus, en tant qu'entreprise, dans le monde des affaires, on n'a quasiment aucun mode d'action. C'est vrai que c'est plus compliqué sur les modes pour faire une veille sur des groupes Telegram ou des groupes WhatsApp qui se développent aussi beaucoup, hein, bien sûr, en réaction des plateformes, tout ce qui est des plateformages, des plateformations, je sais plus comment on dit, des gens sur les plateformes classiques, là où ils peuvent être surveillés, forcément ils vont vers d'autres plateformes qui sont beaucoup moins faciles à surveiller. Et là, vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de solution, à part, comme je l'ai dit la dernière fois, tout à l'heure, c'est de faire un démenti rapide, de trouver soi-même ses propres canaux de communication pour pouvoir communiquer à ses clients principaux toutes les informations disponibles, rester en lien avec ses clients. Après, à partir de là... Pas beaucoup d'autres solutions parce que pour agir contre un hébergeur comme Telegram, c'est un peu compliqué. C'est pas aussi facile que d'agir contre un autre hébergeur institutionnalisé, quoi. Donc ça c'est sûr que là les recours vont être bien moindres, malheureusement. On arrive aussi rapidement à un dilemme en fait parce que on le voit, par exemple Facebook, ils investissent déjà des millions et des millions. C'est l'Union européenne qui leur avait demandé par rapport aux algorithmes qu'ils utilisent, pour mieux détecter aussi des buts de discussion qui pourraient être fake, etc. Sauf qu'à un moment, et c'est là où on a un dilemme, c'est que de quel droit en fait il y a cette question de la liberté, de la liberté aussi, et des discussions qui sont privées. Pourquoi on autoriserait Facebook, Telegram, on s'en fout, à aller vérifier, c'est déjà le cas, on lit nos mails, etc. C'est ce qui est fou, mais
mais voilà, il y a cette question-là qui entre aussi en jeu à un moment, et des fois, à trop vouloir combattre les fake news, etc., on porte atteinte aussi à nos libertés. Et alors là, c'est pour ça que c'est compliqué aussi. Hein. Ok, alors une toute dernière. Toute dernière. Mais dans le micro, par contre. Il faut penser aux gens qui regardent après dans le... Bon, est-ce que peut-être en sociologie, en marketing, il y a un nom pour notre génération qui d'un coup a l'habitude de noter absolument tout, de donner un avis absolument sur tout. Enfin, c'est bizarre à un moment donné dans la vie de se dire « Oh tiens, bon, bah, moi je vais noter cette chaise. Oh, je trouve que je teste et je donne mon avis pour qu'après les autres... soient un petit peu influencés. Et c'est un petit peu maladif à un moment donné, je trouve, d'aller sur TripAdvisor, d'aller sur absolument tout et de noter. Et je trouve ça assez dérangeant. C'est que d'un coup, on va rencontrer quelqu'un dans un café, on va boire un café, on va faire deux. Enfin, c'est très bizarre quand même. Il n'y a pas un nom Non, il n'y a pas de nom à ma connaissance. Mais en fait, clairement, aujourd'hui, les générations, les plus jeunes générations qui utilisent beaucoup les applications d'évaluation, etc., en fait, c'est des mécanismes d'identité, en fait, un besoin d'appartenance et d'exister au travers d'une communauté. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de nom pour... Après, oui, il y a pas, enfin, je n'ai pas entendu. Après, peut-être qu'il y a des chercheurs qui ont dû inventer un nom pour ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on est tout simplement dans une mutation de l'information. Hein. Déjà, avant, il y avait une information verticale avec des gens qui étaient des critiques, par exemple, gastronomiques pour les restos, qui étaient spécialisés, qui étaient formés, qui allaient donner leur avis dans un journal spécialisé, qui allaient publier ça. Et puis maintenant, en fait, tout le monde est vecteur d'information. C'est ce qu'on appelle l'horizontalité de l'information. L'information, maintenant, tout le monde est un producteur d'information. Et donc, en fait, dans cette lignée-là, toutes les critiques qui auparavant étaient effectuées par des gens qui avaient une spécialité et qui étaient spécialisés là-dedans, maintenant, les critiques émergent de tout le monde. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène tout simplement qui est dû à notre époque et à la mutation de l'information, en fait. Il y a eu une critique sur tous ces critiques de Yelp, je me souviens, aux États-Unis qui notait tous les restos et qui avait du coup... ça pouvait être Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde, hein, qui faisait partie des critiques de Yelp et qui après avait des prix dans les restaurants. Du coup, il y avait eu des plaintes de consommateurs qui ne comprenaient pas pourquoi ces critiques-là, qui étaient des gens comme tout le monde, ils avaient des remises sur les restos alors qu'eux, ils n'en avaient pas. Et tout ça. Enfin bon, il y avait même eu un épisode, je crois, de South Park, un dessin animé où ils se moquaient de ça, justement, de cette polémique qu'il y avait aux États-Unis. Voilà. Bref, donc oui, mais ça c'est dû simplement à l'époque, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de... Juste une dernière chose pour rebondir sur l'horizontalité là. En fait, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner sur ce qu'on a appelé la post-modernité. Ça a commencé avec Jean-François Lyotard. On est bon en France pour tout ce qui est pensée critique, etc. Et en fait, la postmodernité, pour Jean-François Lyotard, c'est la fin des méta-récits, des grands discours, et c'est la perte de légitimité des institutions, en fait. Et c'est à partir de là où on a cette idée que ta vérité ou ta vérité ne vaut pas mieux que la mienne, etc. Et en fait, cette horizontalité de l'information, elle provient de ce terreau-là, en fait. Tu n'es pas plus légitime que moi pour dire ce qui est vrai ou faux. Et donc, j'ai mon propre rôle à jouer si je le souhaite. Ok, donc là, on arrive vraiment à la fin du temps imparti. Est-ce que vous avez tous les deux un mot, mais alors genre vraiment un mot de conclusion? Peut-être juste une chose. Alors, c'est plus sur les théories du complot, mais moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que ça s'est dit dans les autres tables rondes, mais il faut faire attention à pas être trop critique justement vis-à-vis des complotistes, parce qu'en fait on est tous susceptibles de l'être à un moment ou un autre, et pendant longtemps on a montré ça comme une espèce d'anomalie psychologique. On pense pas comme il faut, mais en fait c'est aussi que on est dans des conditions de vie qui font que forcément avec toutes ces inégalités, etc., on est amené à un moment à douter en moins, et donc
tout le monde peut être complotiste à un moment ou un autre ou croire une fausse information. Et c'est pas une anomalie psychologique, quoi. Voilà. Merci tous les deux. Merci au public.